Bonjour et bienvenue sur Cinéma Chronique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez Jaws, Les Dents de la Mer en français? Mais en connaissez-vous la genèse? Tout a commencé une soixantaine d'années avant le film. À l'époque, il n'y avait pas de congés payés et la nage récréative n'était pas un véritable passe-temps. En 1916, aux États-Unis, une épidémie de polio fait rage et une vague de chaleur attire les foules sur les côtes. Le 1er juillet 1916, à Beach Haven, une localité de Long Beach Island dans le sud de l'État du New Jersey, Charles Vincent, 23 ans, allant en vacances avec sa famille, se rend sur la plage avec son chien pour une petite baignade avant le dîner. Alors qu'il n'est qu'à une quinzaine de mètres du rivage, dans un peu plus d'1 mètre d'eau de profondeur, il est attaqué aux jambes par un requin. Un surveillant de plage, Alexander Ott, va à son secours et réussit à l'arracher aux mâchoires du squale. Mais la cuisse gauche de Vincent est en lambeaux. Vincent décède à 18h45 d'une hémorragie sur le comptoir même de l'hôtel. Cette première attaque ne crée pas trop d'émoi médiatique parce que les journaux sont sceptiques sur le fait qu'un homme puisse être tué par un requin. Le New York Times titre le lendemain du drame « Mort après l'attaque d'un poisson ». Les plages ne sont pas fermées. 5 jours plus tard, le 6 juillet, à Spring Lake, à 72 km au nord de Beach Haven, Charles Bruder, 27 ans, un groom suisse, profite d'un après-midi libre pour aller se baigner. Alors qu'il n'est qu'à une centaine de mètres du rivage, il est attaqué par un requin et crie. 2 surveillants de plage, Chris Anderson et George White, se dirigent vers lui et le hissent sur le bateau, mais les sauveteurs sont étonnés de sa légèreté, jusqu'à ce qu'ils constatent que Bruder a les 2 jambes arrachées par le requin. Le jeune homme décède d'une hémorragie durant le trajet qu'il ramène sur la plage. Cette seconde attaque connaît une plus grande couverture médiatique. De nombreux journaux ne parlent que du requin et une panique s'installe, tandis que les autorités locales mettent en place des mesures destinées à protéger les baigneurs. Le 12 juillet 1916, dans la petite crique qui relie l'océan à la ville de Matawan, à 48 km au nord de Spring Lake, 2 nouveaux drames se produisent. Le matin, le capitaine à la retraite Thomas Cowell voit du pont surplombant la crique de Matawan un requin dont il estime la taille 2,44 m. Il prévient les autorités locales, mais personne ne le croit. Quelques jours avant, un garçon, Rini Cartan, 14 ans, avait été superficiellement blessé par le contact avec la peau d'un requin, en se baignant à Wyckoff Dock, dans la crique de Matawan, mais cet événement fut ignoré. À 14h, de nombreux enfants se baignent à Wyckoff Dock. L'un d'entre eux, Albert O'Hara, fut heurté par un animal, mais c'est un autre garçon, Lester Stilwell, 11 ans, qui est attaqué et emmené au fond de l'eau. Les autres enfants courent chercher du secours et de nombreuses personnes arrivent sur les lieux du drame. L'un d'entre eux, Stanley Fisher, 24 ans, décide de plonger dans la crique pour essayer de retrouver le corps de Lester Stilwell. Alors qu'il est sous l'eau, il est attaqué par un requin qui mutile en grande partie sa jambe droite. Récupéré par un canot, on lui pose un garrot et il est transporté au Monmouth Memorial Hospital de Long Beach, où il décède d'une hémorragie à 17h30, sur la table d'opération, avant même l'anesthésie. 30 minutes après l'attaque contre Fisher, à 1 km en aval de la crique, des enfants se baignent, ignorant le drame qui s'est déroulé. Lorsqu'ils l'apprennent, ils sortent de l'eau, et le plus jeune d'entre eux, Joseph Dunn, 14 ans, est attaqué alors qu'il est sur l'échelle du dock. Les jeunes tentent de l'arracher aux mâchoires du requin qui a attrapé sa jambe droite. Ils y parviennent et Joseph Dunn survivra à ses blessures, même s'il a fallu l'amputer au niveau de la cuisse. Lors des jours qui suivent, des filets en acier sont installés tout autour de la crique pour capturer le requin. Les habitants organisent des patrouilles sur bateaux qui tentent de chasser le requin avec des fusils et en lançant dans l'eau des bâtons de dynamite. Mais ces tentatives ne rencontrent aucun succès. Le 14 juillet 1916, un taxidermiste de Harlem, Michael Schlesser, capture au large de South Amboy, à 6 km de Raritan Bay, un requin de 2,30 m et de 147 kg, identifié comme étant une jeune femelle grand requin blanc, dans lequel on retrouve des restes humains. Après cette capture, les attaques cessent et l'animal est alors identifié par les ichtyologues, c'est-à-dire les spécialistes des poissons, John Nichols et Robert Murphy, comme étant l'auteur des attaques du New Jersey. La panique s'installe et le taux de baignade baisse de 75% dans certains endroits. Dans le New Jersey, la baisse de fréquentation touristique due à la panique engendre une perte de 250 000 $, soit l'équivalent de 5 millions d'euros aujourd'hui. La chasse aux requins de 1916 est considérée comme la plus grande chasse à l'animal de toute l'histoire. Peter Benchley, ancien rédacteur des discours du président Lyndon Johnson, s'est alors inspiré de cette histoire pour écrire Jaws, Les Dents de la Mer, son premier roman de fiction. Il y a pas mal de différences entre le livre et le film, comme c'est souvent le cas lors d'adaptation. Dans le livre, on en sait plus sur la situation économique problématique de l'île, ce qui explique pourquoi la fermeture des plages semble si difficile. Tous les personnages du film sont antipathiques, si bien qu'on a presque envie que le requin gagne à la fin.
Brody et sa femme ne s'aiment pas du tout et passent leur temps à se battre, si bien que elle a une aventure avec Hooper. Hooper, lui, est hautain et arrogant, il ne supporte pas les petites gens, et il finit par se faire manger par le requin. Le maire Vaughn doit de l'argent à la mafia, et Quint ne parle presque pas, et ne veut que tester sa virilité en tuant un grand prédateur. Les producteurs Zanuck et Brown ont lu le livre en une seule nuit, et l'ont décrite comme la chose la plus excitante qu'ils n'aient jamais lue. Ils en achètent les droits, avant même la publication du livre. Leur choix de réalisateur se penche d'abord vers John Sturges, ou bien Dick Richards, avant que Steven Spielberg ne s'y intéresse. Le jeune Steven a alors 26 ans et vient juste de diriger son premier film pour le cinéma, The Sugarland Express, sous le joug Zanuck et Brown, justement. Quand il a lu le scénario, ça lui a fait penser au téléfilm qu'il avait réalisé, Duel, et il a adoré la partie chasse aux requins. Le scénario, lui, a été réécrit plusieurs fois et le dialogue est changé chaque soir après la journée de tournage. Lauren Gary fut la première à être castée, principalement parce qu'elle était l'épouse du président de Universal. Avant d'être interprétée par Roy Scheider, le rôle de Brody fut offert à Robert Duvall et Charlton Heston. Lee Marvin a failli être Quint au lieu de Robert Shaw. Et pour le rôle de Hooper, Spielberg voulait John Voight ou alors Jeff Bridges. Et son ami George Lucas venait juste de finir la réalisation d'American Graffiti et lui recommanda fortement Richard Dreyfuss. Quant au tournage, de nombreux documentaires vous les décriront bien mieux que moi, comme In the Teeth of Jaws et The Shark is Still Working. Je vous les recommande fortement. The shark is still working. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Je vous dis à bientôt et stay gold.